Merci d'être présent sur cette session à une heure toujours délicate après le repas. Donc, on va essayer de se réveiller si nécessaire. La session fait 30 minutes, donc on va aller assez vite. Il faut bien s'accrocher. Donc, je suis Patrick Guimonet, donc je suis MVP Office 365 et aussi architecte de solutions autour de la Power Platform et de Microsoft 365. Merci à nos sponsors qui sont indispensables pour organiser ce type d'événement et on les remercie tous. Ils ont répondu très nombreux à l'appel de cet événement. Ça fait plaisir de voir l'écosystème très riche autour de la Power Platform. Et il y en a d'autres. Merci aussi aux 3 communautés organisatrices qui se sont investies, je dirais, corps et âme et surtout de manière totalement gratuite et sur leur temps libre pour organiser ce superbe événement. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre suivant vos tendances naturelles. Plutôt Power BI, c'est le club Power BI. Plutôt Modern Workplace, on va dire Teams, SharePoint, c'est la communauté AMS. Et plutôt Dynamics, Power Platform, c'est la communauté BizApps. Sachant qu'on se retrouve tous sur la Power Platform, justement. Alors, l'agenda de cette session, il va être assez simple. Ça va juste consister en une introduction sur la révolution du codage simplifié. J'ai essayé de trouver un mot français pour parler de low-code, no-code. Le codage simplifié, ça me plaît bien. On verra si ça parle aux gens. Ensuite, on va axer l'essentiel de la session sur un scénario métier typique pour vous montrer vraiment l'enchaînement des différents outils entre eux et axer aussi sur l'intégration avec Teams et avec SharePoint. À chaque fois, dans le scénario, j'insisterai sur les différents points. C'est une session business aujourd'hui, donc ça sera plutôt un overview, je dirais, de toute la mécanique. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, j'anime une session demain matin qui doit être à 9h30, juste après le keynote. Donc c'est 9h30 ou 9h45 peut-être. Sur un petit peu comment on va décortiquer tout ça, comment on va mettre ça en place, et j'axerai pas mal d'exemples demain sur les listes SharePoint et les listes Microsoft 365 puisqu'elles ont été renommées et revampées. On fera une petite conclusion sur les moyens d'intégration qu'on aura vu dans la démo. Donc intégration avec SharePoint, avec Teams, une petite synthèse des différentes façons de procéder. Et pour finir, quelques clés vers la réussite vers cette Power Platform, quelques pointeurs essentiellement qui pourront vous aider grandement à appréhender le sujet. Alors, j'ai une première question pour tout le monde. On est dans une session interactive, donc n'hésitez pas à parler dans le chat. La question, c'est est-ce que vous êtes plutôt métier, côté dans votre organisation, ou plutôt côté DSI? Sachant que j'aime beaucoup commencer mes sessions tout le temps sur cette thématique-là, sur cette question-là, parce que, alors pendant que je parle, je vais afficher le chat, comme ça je vais voir un peu la tendance des réponses. Pourquoi je pose cette question? C'est parce que, évidemment, tous les projets autour de la Power Platform, autour du Microsoft 365, du déploiement de Teams, etc., invariablement, le succès de ces projets-là ou les échecs, ça tient en fait à la communication et aux échanges qui doivent être des fois, ils peuvent être musclés, ils peuvent être des fois on a un peu de mal à se comprendre, mais l'essentiel c'est qu'il y ait un échange entre ces deux parties de l'organisation pour que ça réussisse, parce que c'est vraiment essentiel. La DSI doit garder la main sur, je dirais, le déploiement de ces outils et c'est toute la thématique du contrôle et de la gouvernance de la Power Platform. Il y a de très belles sessions aujourd'hui et demain sur ce sujet-là. Il y avait une session ce matin, par exemple, sur le COE, le Centre of Excellence, qui est un moyen de vraiment savoir assez précisément ce qui se passe sur son environnement Power Platform. Et bien sûr, il ne faut jamais perdre de vue que c'est les métiers qui vont utiliser ces outils. La plupart du temps, c'est aussi les métiers qui vont les développer. Donc, c'est un gage du fait que l'outil est adapté à un besoin business très concret. Donc, c'est vraiment quand les deux travaillent bien ensemble, la main dans la main, je dirais qu'on a les meilleurs résultats. Donc, n'oubliez jamais ça. Si vous avez du mal dans un sens ou dans l'autre à communiquer, essayez de faire tout ce que vous pouvez. Créer un espace Teams, par exemple, pour échanger sur vos problématiques entre DSI et métier sur ces sujets de Power Platform. C'est vraiment ma recommandation la plus importante, je dirais,
peut-être de cette session. Je vois qu'il y avait beaucoup de réponses sur IT, DSI, donc je dirais un gros 2/3 de présents qui sont de l'IT, mais quand même une belle quantité de réponses aussi d'intervenants métiers. Voilà, donc la révolution du no-code, low-code, c'est quoi? En fait, c'est très simple, c'est la réponse à cette question. Et c'est un des enjeux phares actuels autour de l'informatique et autour des organisations, comment elles utilisent et elles déploient l'informatique. Est-ce que votre DSI est capable de créer des nouvelles applications aussi rapidement qu'évoluent vos besoins métiers? Cette question, elle est fondamentale. Microsoft se l'est posée de son rôle d'éditeur. Ils ont fait tout un tas d'études, de statistiques, et ils se sont rendus compte que même si on mettait à travailler, j'aime bien dire, tous les Chinois et tous les Indiens qui font du développement, donc ce n'est pas un problème d'outsourcing, en fait, fondamentalement, on n'arriverait pas à fournir les besoins estimés sur les prochaines années en développement d'informations, développement d'applications à l'intérieur des entreprises. C'est pourquoi ils se sont dit, la seule solution, c'est de donner des outils à des gens qui ne sont pas des développeurs pour créer des applications. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, le business, la vie, tout simplement, devient de plus en plus digitale. Et si vous n'êtes pas capable de créer des applications pour interagir, agir dans ce monde digital, tout simplement, vous n'existez pas, quoi. Ou alors vous êtes balayé par la concurrence qui, elle, si elle est plus rapide à mettre, par exemple, des applications en place, vous serez tout simplement balayé en termes d'entreprise. Donc, ce point est vraiment clé dans l'adaptabilité, l'adaptation des entreprises. Bien sûr, la période actuelle avec le Covid nous a rappelé, pour ceux qui l'oubliaient, qu'il faut évoluer très vite, qu'il faut se remettre en cause très vite sur un certain nombre de points. Mais déjà, bien avant le Covid, on avait ces problématiques-là. Donc, c'est tout l'historique de la Power Platform. La réponse de Microsoft, c'est de mettre à disposition 4 superbes outils qui sont arrivés un petit peu échelonnés dans le temps, hein. Il y a eu Power BI d'abord, puis Power Apps, Power Automate et le petit dernier Power Virtual Agent, qui chacun ont leur rôle. Et je vais vous montrer dans le slide suivant et dans la démo comment les trois viennent s'imbriquer. On parlera surtout des 3 premiers. Ça vient aussi sur une couche qu'on voit sur les 3 logos du bas, qui sont les data connecteurs. Donc, un point fondamental, c'est la connexion vers les données. Quelles données je vais pouvoir attaquer avec ces outils Power Platform, et un repository par défaut qui est le Common Data Service, qui vient d'être renommé en Dataverse. Si vous cherchez de la doc, maintenant il faut chercher Dataverse, ce que c'est. C'est en gros très simplement une base de données, un espace de stockage dans le cloud qui va vous permettre de stocker des informations avec du formatage préadapté aux structures des entreprises. Donc il va y avoir la notion de client, la notion de facture par exemple, qui sont précodées dans cet espace de stockage. Et AI Builder, je vais y arriver, qui est évidemment une petite touche, voire de plus en plus importante, d'intelligence artificielle au-dessus de tout ça. Alors, le point fondamental de la Power Platform, il peut se résumer sur ce slide, c'est de bien comprendre qu'on est dans une phase de digitalisation, encore une fois, des entreprises, des business, des métiers. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, on produit tous, à un moment donné, et on va le voir dans l'exemple qui arrive, on produit tous des données. Et l'idée, c'est qu'à partir de ces données, il y a deux attitudes possibles. Soit on les ignore ou on les laisse dormir, soit on essaye de les exploiter d'une façon ou d'une autre. Et c'est tout le sujet aussi autour de la Power Platform, c'est déjà de mettre en action ces données et donc de les utiliser. Donc le premier outil qui est vraiment directement lié à ça, c'est Power BI, puisque ça va nous permettre de faire des analyses, des tableaux de bord, de reporting, de détails, creuser dans le détail des informations chiffrées qu'on peut avoir à disposition à différents niveaux de l'entreprise. Mais derrière, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors, un moyen très simple, c'est d'agir sur ces données en faisant des applications. Donc, en anglais, c'est act. Donc, en français, on va plutôt capturer de l'information dans Power Apps, mais bon, on peut reprendre le mot agir sur les données.
Et troisième étage de la fusée, si on peut dire, c'est le fait d'automatiser. Une fois que j'ai bien analysé mes données, que je sais par exemple qu'un process se déroule de telle et telle façon, eh bien, Power Automate va me permettre de l'automatiser. Et je dirais, une fois que c'est fait, après, ça roule tout seul. Jusqu'à la prochaine itération du cycle où je vais analyser peut-être de nouvelles données et on va se rendre compte qu'il faut faire évoluer le process, etc. Donc ça, c'est vraiment au cœur de la Power Platform. On va avoir une démarche qui s'appuie sur les données. Qui dit s'appuyer sur les données, il va falloir les stocker. Donc une des problématiques de la Power Platform, c'est où je mets mes données. Soit je les laisse dans les applications métiers, éventuellement, si je m'appuie par exemple sur un Salesforce ou un Dynamics. C'est aussi une des grosses forces de la Power Platform. Je peux travailler très bien sur des données qui ne sont pas des données Microsoft. Enfin, l'exemple Salesforce, c'est très parlant. Vous pouvez avoir tout un tas de données dans votre CRM qui ne seront pas dans votre nom Microsoft. Vous pouvez, avec la Power Platform, en tirer, je dirais, la substantifique moelle sans aucun souci. Vous pouvez aussi utiliser, donc il y a des connecteurs natifs, et c'est un point essentiel de la Power Platform, la notion de connecteur. Vous pouvez utiliser ces connecteurs pour vous connecter à plein de sources de données. Mais il y a une source de données qui est la plus naturelle dans tout cet environnement, c'est les listes SharePoint, puisqu'en fait, c'est une donnée c'est une structure de données qui est disponible nativement et qui est compris dans toutes les licences autour de Office 365 et Microsoft 365. Donc avant l'introduction de Dataverse for Teams, c'était quasiment, je dirais, la solution par défaut, mais qui permet de faire déjà de très belles choses. Voilà. Donc avant de passer à la démo, un dernier slide sur une architecture type. J'aime bien ce slide parce qu'il est super propre, ce schéma. Une architecture type du client, on va lui fournir une interface. Power Apps permet essentiellement de faire deux types d'interfaces, des interfaces pour le mobile, pour le web. Des fois, ça peut être la même appli, mêmes écrans. Des fois, on peut distinguer des usages différents. La logique métier, elle va être codée soit dans les flows, soit directement dans le Power Apps également. Et on a la troisième couche qui est sur la droite, la couche de données, Common Data Service ou connecteur vers les multiples sources possibles. Ce schéma, il est assez intangible et il est assez naturel en fait. Donc notre scénario. On arrive à notre scénario. Un scénario typique, je crois que dans toutes les organisations, il y a besoin de gérer des projets. Donc l'exemple, il est assez simple. C'est un processus où on va vouloir poser, il y a un demandeur qui va proposer la création d'un projet. Mais comme dans toute bonne organisation, il va falloir que ce projet soit approuvé, parce qu'on ne peut pas lancer tous les projets qu'on a envie de lancer. Il faut faire des arbitrages, des fois financiers, des fois en termes de ressources, en temps, en ressources humaines aussi. Donc, il y a un mécanisme d'approbation. Là, on va faire très simple. On va faire l'approbation classique par le manager. Ça pourrait être évidemment dans la vraie vie quelque chose de un peu plus complexe ou beaucoup plus complexe. Mais l'idée, vous aurez compris l'idée derrière. Ensuite, le manager, on va dire qu'il a un rôle aussi très simple qui est de désigner le chef de projet. Ce n'est pas le manager qui va gérer le projet, forcément. Donc, on va avoir une chef de projet, en l'occurrence, qui va mettre à jour les détails du projet, qui va vérifier un certain nombre de rapports. Et déjà, dans tout ce processus-là, qui est assez simple, au final, on a généré pas mal de données. On va voir qu'on a des dates de début, au bout de combien de temps mon projet, on a affecté un chef de projet, etc. Donc, on a capturé en fait pas mal d'informations qui vont permettre d'avoir des rapports. Et à partir de ces rapports, c'est là où on reboucle la boucle. Je vais pouvoir faire des analyses et éventuellement positionner des alertes. Donc, sur notre exemple, ça va être une alerte très simple. Au bout de combien de temps un chef de projet est affecté à un projet une fois qu'il a été validé? Si ce temps devient trop long, bon, on va partir sur l'hypothèse d'une quinzaine de jours, d'une vingtaine de jours, c'est vraiment qu'on a un problème. Et du coup, ça va générer une alerte, ça va lever une alerte. Et on pourrait imaginer d'autres suites, mais on va en rester là. Dans le temps imparti, ça sera déjà pas mal. Le processus, donc il va s'appuyer sur une liste SharePoint, donc liste SharePoint ou liste Office 365. J'ai complètement réécrit ma démo. Cette démo, je la tourne depuis quelques temps déjà en l'améliorant à chaque fois.
Là, j'ai profité de l'événement pour remplacer une liste SharePoint traditionnelle par une liste Microsoft 365, puisque c'est comme ça, liste Microsoft, c'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant. Techniquement, en fait, on s'aperçoit que ça ne change rien. Donc, les listes sont bien des SharePoint, les listes Microsoft 365. Par contre, l'interface a été vraiment revampée, donc c'est beaucoup plus agréable, plus sympa pour les utilisateurs. Une certaine facilité d'usage que l'on n'avait pas. Mais on va dire grosso modo, liste SharePoint, liste 365, d'un point de vue technique, ça ne change pas fondamentalement le problème. Je rentrerai dans les détails là-dessus demain dans ma session du matin. Là-dessus, on va plugger un Power Automate assez classiquement, un processus d'approbation qui va envoyer une demande Teams. Donc, autre chose aussi que j'ai changé dans mon process, c'est de plus en plus, j'essaye de le faire zéro mail. J'ai encore quelques mails qui traînent dans le process, on verra, ou dans les copies d'écran de mes slides, mais globalement, maintenant, on arrive à intégrer complètement le process dans Teams. Et ça, c'est aussi un superbe effet, je dirais, de l'intégration de la Power Platform avec Teams, c'est-à-dire qu'on peut avoir un process qui est centralisé vraiment dans ce que je vais appeler une équipe de processus. Là où on peut avoir des équipes pour gérer des projets, des équipes pour gérer une entité, par exemple le service marketing, etc. On va avoir de plus en plus, je pense, et en tout cas je le recommande et je promeus cette idée auprès de mes clients, des équipes pour gérer des process. Le gros intérêt, c'est que vous retrouvez à un seul endroit l'ensemble de vos informations associées au process, de la documentation par exemple, des pointeurs vers les différents outils, et ça centralise très bien l'information. Donc on va voir ça dans la démo. Première partie du processus. Donc, alors, ça doit être... Il faut que je retrouve la bonne fenêtre, parce qu'il y en a un peu beaucoup. Voilà. Donc là, je suis dans mon Teams, dans une équipe Teams qui est destinée à héberger un processus. Alors, j'ai une version du process là en anglais. Je vais essayer de vous la faire en français. Voilà. Donc la première endroit où on peut arriver, c'est un canal Teams, tout ce qui est de plus classique, dans lequel on peut imaginer mettre de la documentation, pointeur vers un site de documentation, vers des tutos YouTube ou des tutos internes sur Stream, etc., etc. Ça, c'est un gros avantage. Tous les utilisateurs internes de l'entreprise qui utilisent le process en question vont pouvoir poser leurs questions, demander est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut faire sur le processus. Donc ça, c'est aussi un des gros avantages d'intégrer ça dans un Teams. Ensuite, j'ai ma demande de projet là, qui est en fait mes étapes de mon processus vont se retrouver sous forme de tab dans mon Teams. Et ici, par exemple, alors je peux l'étendre à l'ensemble de mon écran. Oula, ça saute, je ne sais pas pourquoi. Ici, on voit que j'ai une liste Microsoft 365 qui contient mes demandes de projets. J'ai déjà un certain nombre de projets en cours et ce qu'on peut voir très facilement si on replie un peu tout ça, c'est que j'ai 3 étapes aussi pour mon process, pour mon projet, ma demande de projet plus exactement, et donc mon process. Il peut être en état d'approbation en cours, en état approuvé ou rejeté, en fait. Donc là, je fais une nouvelle demande d'information projet. Donc, je vais faire, par exemple, une demande PPFS. Oui, on va, par exemple, acheter un nouveau PC pour des démos. Donc, c'est un projet très simple, hein, c'est un projet plutôt d'achat, mais vous aurez compris le principe. J'ai ici un certain nombre de types de projets disponibles. Là, on va prendre le premier, acquisition de matériel. On a une estimation de jours, peut-être ça va mettre 10 jours. Ensuite, on a un certain nombre d'informations qui sont liées à... Je ne sais pas pourquoi il saute comme ça. Donc ça, c'est le carré bleu, c'est des informations que je saisis, en fait, que je demande à mon utilisateur de saisir. Dans le carré orange, j'ai plutôt des informations liées à mon process. Donc là, en fait, c'est des informations qui sont en mode read-only. Donc ça, c'est un des intérêts d'intégrer ça. Ce qu'on voit, en fait, techniquement, c'est un formulaire SharePoint qui est modifié dans Power Apps. Donc c'est une intégration entre Power Apps et SharePoint qui me permet de masquer, alors pas vraiment masquer, mais de rendre non saisissables des informations, par exemple, qui sont liées à mon process. Je ne veux pas que les gens puissent, par exemple, mettre un autre demandeur qu'eux-mêmes. Donc, le système va récupérer l'info qui est le demandeur. Il va récupérer la date de la demande aujourd'hui et il va mettre un statut en cours d'approbation, puisque à ce stade, le projet n'est pas ni approuvé ni rejeté.
voilà, on voit apparaître l'information dans une liste SharePoint. Donc, la liste a été bien correctement mise à jour. Ce qu'on peut voir à ce moment-là, c'est ce qui se passe du côté du manager. Donc, le manager, il a évidemment son Teams quelque part qui est à récupérer. Voilà, il doit être par là. Il faut que je le mette à l'écran. C'est comme ça. Donc, le manager en question, c'est Monsieur Test. Oui. Il va voir un moment ou un autre. Des fois, ça prend quelques instants. Des fois, ça peut arriver très vite. Une notification dans son Teams qui lui demande est-ce que tu veux lancer ce projet en question. Donc là, la demande, voilà, elle vient juste d'arriver à l'instant. La demande par rapport à ce que je viens de saisir. Pour le manager, c'est juste une alerte dans Teams postée par le bot Flow et qui lui me dit il y a une demande de projet, est-ce que tu veux approuver, rejeter? Donc, on peut bien sûr, pour la bot, On ne t'entend plus, Patrick. Oui. Patrick, tu as coupé ton micro. Oui, Patrick. Allô, allô? Vous Oui, c'est m'entendez bon. là? Oui, c'est bon. C'est bon. Super. Ça fait longtemps ou je reprends juste là? Tu peux juste reprendre là le commentaire et la soumission. Okay. Donc là, c'est le manager qui récupère une approbation et qui accepte. Il peut aller voir évidemment la demande en cliquant sur le lien qu'on lui propose. Donc là, on a notre petite, ça s'appelle une adaptative card pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de valider en fait sans sortir de Teams ou de l'interface la demande. Ce qui est intéressant, c'est que là, notre liste, elle a été automatiquement mise à jour et notre demande, elle va apparaître maintenant dans la liste des projets approuvés. Ça doit être la dernière habituellement, voilà. Donc, notre projet, maintenant, il est passé en stade approuvé. Donc, on passe à la deuxième étape du process. On peut aller vérifier à ce stade qu'il y a une deuxième liste où on va stocker des informations de détails sur les projets. Donc, ça s'appelle détails de projet, qui contient une info, en fait, sur la demande en question. Alors là, dans cette liste-là, elle est dans un état non démarré, puisque le projet il a été validé, mais il était non démarré. Et il est sur une ligne un peu rosée, là, rouge-rose, qui indique qu'en fait, à ce stade, le chef de projet n'a pas été assigné au projet. Donc, ça va être la deuxième étape de notre processus. On va partir sur l'idée que le manager va affecter un chef de projet. Donc, c'est lui qui désigne le chef de projet. Évidemment, dans la vraie vie, ça sera peut-être un process un peu plus compliqué. Là, une fois qu'il est nommé, le chef de projet va pouvoir mettre à jour des détails et des infos sur le projet. Et là, on va faire ça via une appli Power Apps dans les deux cas de figure. Alors, notre appli Power Apps, encore une fois, c'est une des forces de l'intégration dans Teams. On va la retrouver tout simplement comme un tab. Donc, on est à l'étape 3 du processus. Donc, c'est tout simplement, je prends le tab qui s'appelle numéro 3. Donc là, j'ai une petite appli Power Apps toute simple qui est intégrée dans mon Teams. Assigner un chef de projet, je le vois. C'est bizarre. OK. Je vois ici une liste, donc je suis censé être le manager là, et je suis en train de lire la liste des projets qui n'ont pas de chef de projet affecté. Je peux affecter Julia White et faire OK. Donc on voit que là, l'interface, elle est suprêmement simplifiée. L'intérêt de ça, j'aime bien dire que voilà, comme ça, même un manager peut arriver à remplir ce genre de formulaire ou d'interaction. C'est une petite plaisanterie facile, je vous l'accorde. Mais ça permet aussi de montrer qu'on peut faire des interfaces très très simples du coup avec Power Apps. Pas besoin de chercher à faire des choses très compliquées. C'est à la limite, plus on est simple et mieux c'est pour les utilisateurs. Une fois que le chef de projet a été affecté, là, je joue un peu sur l'aspect démo, puisque je pourrais me reconnecter avec un autre rôle ou une autre application dans la vraie vie. Là, pour la démo, pour aller vite,
j'utilise la même appli, c'est juste un autre bouton, mais vous comprenez ce qui se passe dans la vraie vie, enfin, les faits. Je vais retrouver mon projet qui doit être ici, voilà. Et là, on a une application Power Apps standard quasiment. J'ai volontairement gardé le formatage standard. On pourrait faire quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus esthétique, mais ça donne déjà une idée de ce qu'est une application Power Apps standard quasiment en sortant avec les formulaires. Et là, le chef de projet peut par exemple définir une nouvelle date de début de projet qui serait peut-être, on va commencer à partir de lundi, voilà, on ne commencera pas un projet le vendredi. Date de fin de projet, comme on va commencer le 23, ça va être assez rapide l'achat des PC en question. On va mettre 7 jours estimés. Et voilà. Donc là, on peut valider et puis normalement, c'est sauvegardé dans notre liste. On peut aller faire un petit tour rapide. Normalement, les infos doivent être engrangées dans la liste. Donc, notre projet, on voit bien qu'il a été affecté à Julia White. Il est toujours en état non démarré puisqu'on commencera dès lundi, etc. Quatrième étape dans mon Teams, c'est la troisième partie du processus. C'est un tableau de bord Power BI qu'on va pouvoir analyser et on va déclencher une alerte dans Teams. Alors, comment ça se passe ? J'ai mon tableau de bord Power BI qui vient s'intégrer complètement dans mon Teams sous forme d'un tab Power BI qui a été récemment remis à l'ordre du jour. Donc, ils ont bien travaillé sur l'intégration entre Power BI et Teams. Par exemple, en fait, on voit qu'on a vraiment un tableau de bord complètement interactif. On a toute l'interactivité de Power BI dans le tableau de bord Teams. On peut mettre des filtres, etc. Donc, on peut vraiment mener une analyse aussi approfondie qu'on le souhaite. Ce qu'on voit en bas dans le carré jaune, c'est un nombre, une valeur qui est mise en valeur particulièrement, et c'est le nombre de jours que j'évoquais tout à l'heure, qu'il a fallu un maximum c'est le nombre max qu'un projet a attendu pour avoir un chef de projet nommé dessus. Dans ce cas-là, donc j'ai un projet qui a toujours pas de chef de projet nommé et on est à 16 jours max. Donc, à un certain moment, ça peut lever une alerte. Donc là, j'ai dû mettre mon alerte à 15 jours pour justement déclencher l'alerte, sinon c'est moins drôle. Et alors, l'intérêt, encore une fois, de pousser l'intégration, c'est que là, normalement, cette alerte, elle est visible uniquement dans Power BI. Sauf que là, je ne la vois pas dans mon interface puisque je n'ai pas les menus de Power BI. L'intégration est bien faite, mais justement, je n'ai pas les menus de Power BI. Donc, il suffit de faire un petit flow très simple pour pousser ces alertes Power BI dans ce qui pourrait être un canal réservé à des alertes. Donc, j'ai un canal réservé aux alertes. Et ça peut se matérialiser comme ça. Donc là, je n'ai pas fait le refresh, mais je vous montre l'alerte que j'ai générée cette nuit pour gagner un peu de temps. Vous avez une alerte projet qui est en attente, qui s'est déclenchée avec la valeur 16. Cela signifie donc qu'un projet est en attente de chef de projet depuis 16 jours. Donc là, on peut, encore une fois, intégration avec Teams, qui est vraiment puissante. C'est que je vais pouvoir, par exemple, pinguer mon manager. Alors, faut y aller quand même avec précaution. Hein. Si c'est votre manager, je vous recommande d'avoir un peu de tact, mais peux-tu m'expliquer où l'on en est? Voilà, on va faire assez sobre. Donc là, ça permet au manager de retourner en cliquant par exemple ici sur le tableau de bord ou d'ouvrir l'analyse, etc. et d'avoir une discussion sur ces alertes. Donc ça, c'est vraiment l'intégration la plus aboutie entre Power BI et Teams. Voilà tout notre processus. La bonne nouvelle, c'est que ça se termine et j'ai réussi à finir la démo. C'est nickel. Si vous voulez creuser un peu ce sujet-là et ce scénario-là de bout en bout pour bien comprendre les mécanismes et tout, il y a une page, un ensemble de pages de la doc qui décrit comment mettre en œuvre ce scénario. Alors, ce n'est pas exactement ce que je vous ai montré parce que là, je vous ai montré une version beaucoup plus aboutie travaillant sur l'intégration avec Teams.
Mais en gros, vous avez les principes. Et à l'époque, comme ça date maintenant d'il y a quelques mois, c'était plutôt basé sur du mail. Donc voilà, en résumé, vous trouverez dans les sites tout ce qu'on a vu dans la démo. Je ne vais pas vous le passer malheureusement pour une question de temps, mais je détaillerai un peu plus tout ça demain matin pour ceux qui en veulent un peu plus sur la partie technique de cette démo. Et voilà, le timer qui sonne. Donc, je vais peut-être finir sur voilà, un exemple donc, de flow. Donc là, c'est le flow d'approbation. Avec des adaptative cards. Donc, en fait, vous trouverez dans les sites, si vous êtes intéressé, on verra ça demain, le même flow qu'on peut faire soit sous forme d'email, soit sous forme d'adaptative card pour l'intégrer beaucoup plus élégamment dans Teams. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être prendre une ou deux questions. Oui, il y a une question. Tu peux me la lire, s'il te plaît? Ah non, je vais la retrouver, voilà. Je vais le dire à l'oral, c'est peut-être plus simple. Ouais. Par rapport à la liste SharePoint qu'on a vue, oui. J'aimerais savoir, est-ce que c'est la même liste mais avec des vues différentes, c'est ça? Non, en fait, là, il y a deux listes dans la démo. Il y a une liste de les demandes initiales. Et après, une fois que c'est validé, il y a une deuxième liste qui contient du détail en fait, sur les projets, les demandes de projets. Ok, du coup, il y a une connexion entre la première liste et il y a un flow entre les deux. En fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est le flow qui fait la connexion, tout à fait, qui, au moment où le manager accepte l'approbation, Oui, c'est là où on va créer le deuxième enregistrement. Parce qu'avant, ça n'a pas de sens, parce que si le projet est rejeté, on n'a pas besoin de détails sur le projet, en fait. Ok, merci. Voilà. Quel type de licence faut-il pour le Canvas App embédé dans Teams? La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas de licence spéciale. Il vous faut une licence Teams, Office 365, Microsoft 365. Et comme on s'appuie sur des données, en gros, en termes de licensing, ce qu'il faut savoir, c'est que si mes données sont dans Office 365, je peux accéder à la Power Platform. Si mes données sont à l'extérieur d'Office 365, par exemple un Salesforce typiquement, ou une base de données, même si c'est une base de données Microsoft, une base SQL Server, là j'ai besoin d'un connecteur premium pour la partie Power Apps. J'ai une question, celle de savoir si j'ai besoin de licence supplémentaire, si j'ai je viens de répondre à Guylaine en fait. Après, sur le licensing, ce que je vous dis là en quelques mots, il faut prendre le temps d'éplucher un document qui s'appelle le Licensing Guide pour la Power Platform qui est remis à jour régulièrement. Il y a une édition du mois de novembre et vous aurez tous les détails très fins parce qu'il y a des limites sur un certain nombre de choses, notamment le nombre de fois où on peut lancer un flow par exemple, par mois, etc. Si vous dépassez certaines de ces limites, ça peut nécessiter une licence aussi supplémentaire. Des fois, il faut créer un item dans la liste. Des fois, tu fais une app pour cela. En fait, c'est pour montrer que tout est possible. Oui, voilà, tout à fait. Effectivement, la démo, là, j'essaye de faire dans une démo qui se tienne fonctionnellement un peu l'étalage de toutes les possibilités d'intégration. Donc, effectivement, le premier coup, on travaille sur la liste et on utilise un formulaire SharePoint modifié dans Power Apps. Donc, c'est un exemple d'intégration. Effectivement, on aurait pu, dès le début, faire une appli Power Apps pour faire la saisie initiale sans aucun souci. Donc, il y a effectivement, Amélie nous rappelle qu'il y a une session licensing à 16h15. Donc, toutes les questions licensing pourront être abordées à ce moment-là. Le CDS n'est pas utilisé. Alors, volontairement, dans cet exemple, c'est une démo d'intégration avec SharePoint et avec Teams. Donc, le CDS n'est pas utilisé. On pourrait faire exactement la même environnement avec du CDS. Je dirais que pour faire un scénario simple comme ça, le CDS se justifie peut-être pas forcément. Ce qui va justifier le CDS, c'est plutôt une complexité, peut-être dans la gestion des droits. Là, on part sur l'hypothèse que tout le monde voit tout. Si on veut des droits un peu plus fins sur les données élémentaires, là, ça peut justifier le CDS. Et les volumétries aussi. Une liste SharePoint, ce n'est pas fait pour accepter des grosses volumétries. Donc, on a une limite d'affichage à 5000 lignes. On peut stocker plus d'infos que 5000 lignes si on gère bien, mais c'est un petit peu, faut prendre quelques précautions. Et il faut aussi donc être attentif sur ces aspects volumétrie. Si vous générez par exemple
300 000 demandes de projets, peut-être à ce moment-là que le CDS sera la bonne source pour poser vos données dessus, plutôt qu'une liste SharePoint. Mais avec le CDS, on n'a pas la mise en page de liste automatique. On n'a pas tout à fait effectivement la même interface avec le CDS. Donc là, on va plus utiliser le CDS, mais si on utilise le CDS, on va plutôt s'appuyer sur des visualisations dans Power Apps pour le coup. Le PPT, je vais vous le mettre dans la conversation là, dans 10 minutes, le temps qu'on finisse et que j'en fasse une version que je puisse partager. Merci beaucoup à tous en tout cas. Et puis, je reste dans la conférence, donc si vous avez encore quelques questions, soit vous les posez là, je vais y revenir sur ce chat, soit vous me pinguez Patrick Guémonet dans la partie conversation de Teams et je verrai votre message, j'y répondrai dès que possible.